Jean-Jacques Ayagon, vous organisez 14 expositions cet été à Nice. 14 expositions, mais sur un seul thème, la promenade des Anglais. Tout à fait, un seul thème, promenade des Anglais, mais promenade avec un S, pour bien marquer la diversité des points de vue. Ce qui me fait plaisir, c'est que toutes les institutions muséales niçoises participent à cet événement, les municipales naturellement, mais également les institutions nationales, Chagall, Musée du Sport, Villa Arson. Donc on aura là la possibilité, en allant d'exposition en exposition, d'avoir une approche vraiment globale de ce phénomène urbanistique, architectural qu'est la promenade des Anglais, de ce phénomène historique également, mais aussi de mesurer à quel point la promenade des Anglais a suscité chez beaucoup de peintres, d'écrivains, de poètes, de musiciens, de cinéastes un véritable imaginaire, et à quel point elle est devenue un objet mythologique. Ces expositions sont également organisées dans un but précis, soutenir la candidature de la promenade des Anglais pour son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère que ça servira parce que, par exemple, le catalogue sera notre premier argumentaire pour soutenir auprès du ministère de la Culture, à la rentrée, en septembre, notre demande d'inscription de la promenade des Anglais sur la liste indicative du patrimoine mondial, puisque avant d'aborder l'UNESCO, il faut d'abord avoir l'aval du gouvernement français. Donc pour les sites historiques et patrimoniaux, avoir l'aval du ministère de la Culture, et pour les sites naturels, l'aval du ministère de l'Environnement. Nous nous sommes situés dans la catégorie des biens culturels, donc c'est le ministère de la Culture qu'on va solliciter. Cette candidature insiste également sur le caractère de Nice, ville d'hiver. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'est né Nice, quand à partir de la fin du XVIIIe siècle, à côté de la vieille ville, les étrangers résidant l'hiver à Nice sont de plus en plus nombreux. On voit se créer de l'autre côté du Paillon, donc au-delà de la ville ancienne, une ville nouvelle, avec ses villas, ensuite ses hôtels, ensuite d'ailleurs ses lieux de culte. S'il y a autant de lieux de culte de confession non catholique à Nice, c'est parce que les étrangers venaient en général de régions du monde où on ne pratiquait pas de façon prépondérante le culte catholique, les églises anglicanes, presbytériennes, épiscopaliennes, les églises russes naturellement, l'église de la rue Longchamp et la cathédrale russe. Toute cette densité d'édifices, de villas, d'hôtels, d'églises, de casinos, de restaurants témoigne de la fortune internationale de Nice comme ville d'hiver. C'est seulement au début du XXe siècle qu'on va se substituer à la pratique hivernale de Nice. La haute saison à Nice, c'était l'hiver et non pas l'été. Une nouvelle pratique, plus tournée vers les bains de mer, vers le dénudement, vers la baignade, vers la recherche du soleil, vers le bronzage. C'est un nouveau tourisme qui apparaît à ce moment-là, avec une nouvelle population touristique et des nouvelles formes d'urbanisme et d'architecture, mais qui s'installent dans le tissu de la ville d'hiver. On voit des anciens hôtels être transformés en résidences, ou des résidences d'ailleurs se construire. Vous levez un mystère sur la date de l'ouverture à la circulation de la promenade des Anglais, une ouverture qui s'est faite en catimini. Elle s'est faite, au départ, c'est une initiative privée. Ce sont les Anglais justement du faubourg de la Croix de Marbre, donc de l'Outre-Paillon, qui, prenant plaisir à se promener le long de la mer et constatant que la chaussée n'était pas toujours praticable, en bon état, prennent le parti finalement de créer une voirie nouvelle qui va devenir la promenade des Anglais, que sur les documents d'archives, ceux de l'État piémontais, puisque Nice à ce moment-là n'est pas encore française, on voit très rapidement désignée sous l'appellation de Camine Dei Ingles. Et donc le chemin des Anglais, ce qui va devenir notre promenade des Anglais. Mais c'est une initiative privée qui ensuite est endossée naturellement par le Concilio d'Ornato qui avait la haute main sur l'urbanisme niçois, endossé également après le rattachement de Nice et de la Savoie à la France par les autorités départementales, les autorités préfectorales. Dans le cadre de la démarche de candidature auprès de l'UNESCO, vous lancez également un appel au public afin de recueillir des documents permettant d'enrichir la connaissance de l'histoire de la promenade des Anglais. C'est cela le principe ? Tout à fait, que les gens viennent nous révéler les documents personnels ou historiques qu'ils posséderaient sur la promenade des Anglais, des photos, des films éventuellement, des documents d'archives, des lettres éventuellement, des cartes postales, tout ce qui peut concourir à la connaissance de l'histoire de la promenade des Anglais, que ça relève de l'histoire en général, des images de la libération ou de l'occupation à Nice par exemple, mais aussi de l'histoire personnelle. Je crois que c'est de l'édition de documents personnels, photographies d'enfants sur la promenade des Anglais, qu'on réussira à créer une histoire ou à écrire une histoire un peu plus charnelle, un peu plus incarnée, pour montrer à quel point ce site a été approprié par les Niçois, est devenu la chose des Niçois,
et que les Niçois entretiennent avec la promenade des Anglais un rapport quasi affectueux. Deux façons de finalement révéler ces documents, ou en passant par le site internet de la mission, en scannant les documents, les saisissant directement, ou en venant du lundi au vendredi à la mission au 75 quai des États-Unis, en disant voilà, j'ai cette carte postale. Alors à ce moment on demandera aux gens, est-ce que vous voulez qu'on les scanne, qu'on la reproduise, est-ce que vous voulez un jour, éventuellement si le document a un intérêt tout particulier, le verser aux archives de Nice ou aux archives départementales, ou est-ce que vous voulez éventuellement faire don au musée Masséna, qui est en quelque sorte un musée d'histoire de Nice. Puis si les gens veulent garder ces documents, ce qui est tout à fait légitime, on leur demandera simplement de pouvoir le reproduire de façon à conserver la mémoire. Vous pensez découvrir des trésors ? Écoutez, j'espère qu'on trouvera des trésors. Je vois qu'il y a souvent dans les tiroirs des gens, dans leurs souvenirs, dans leurs armoires, des choses beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que nous pourrons révéler ainsi des documents passionnants. Il y a quelques années, un appel identique avait été lancé par le château de Versailles et on a vu des centaines de documents relatifs au château de Versailles converger vers le château et enrichir ainsi la connaissance de l'histoire de ce patrimoine.